À présent, on va s'interroger sur le panorama institutionnel. Alors, comme vous le savez, il y a une prolifération de documents qui contribuent à l'évaluation et au pilotage de ces thématiques dans l'ESR. Depuis de nombreuses années, et ça se développe de plus en plus, on a une multiplicité des acteurs clés à ce sujet, ce qui suppose un dialogue constant entre différents réseaux professionnels, associatifs, plus ou moins connus. Comment tirer profit de ce panorama institutionnel, mutualiser les forces en présence et permettre au BU de s'intégrer stratégiquement dans les réseaux constitués? Un pilotage transversal doit permettre la généralisation d'une société formée, sensibilisée et mobilisée sur ces questions. Donc, pour ces différentes problématiques, nous sommes ravis d'accueillir 3 intervenants. Donc, Véronique Lestan-Préchac, que j'invite à nous rejoindre sur scène, responsable de la sous-direction Territoire, Société et Savoir, service de la coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Geoffroy Belniche, directeur EME Rennes, membre du réseau CIRS, et ça on va en parler plus longuement, membre du groupe de travail référentiel DDRSE pour le croisement des référentiels de l'ESR. Et enfin, Antoine Legrand, membre du réseau CIRS également, pilote du croisement des référentiels et du GT référentiel des DRSE. Hop, alors, on va commencer par des présentations et je vais quitter en parallèle le PowerPoint. Voilà, il n'y a pas de support là, donc ça va être plus simple. Hop. Et donc j'invite Véronique à ouvrir le bal et donc à expliquer le panorama institutionnel, ce qui se passe au ministère. Je vous laisse la parole. Est-ce que ça fonctionne, oui. Merci beaucoup Nelly. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis ravie d'être ici parmi vous. C'est la première fois que je viens à ce séminaire puisque ça fait 6 mois que j'ai été nommée sous-directrice Territoire, Société, Savoir. Alors en 5 minutes, puisque j'ai bien compris que nous étions bien chronométrés, vous présenter un petit peu au niveau du ministère comment les choses s'articulent, parce que c'est vrai que c'est pas forcément très compréhensible. Alors déjà, cette sous-direction, elle est au sein d'un service qui s'appelle le service de la coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et la recherche. Et c'est un service qui est à cheval entre la DGCIP et la DGRI. C'est un service commun. Vous savez bien tous ce que c'est qu'un service commun. Il y en a aussi au ministère. Et nous, on est le service commun et on travaille en lien avec et la DGRI et la DGCIP sur des sujets transverses. Cette sous-direction particulièrement comporte 3 départements qui, pour moi, sont vraiment tout à fait complémentaires, même si on a l'impression, de prime abord, qu'ils portent des sujets très différents. Puisque l'on a d'abord un premier département qui s'occupe de tout ce qui est analyse territoriale et investissement d'avenir. Et donc, en fait, ils vont établir un diagnostic territorial de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis le financement aussi de grands projets, et je vais y revenir, qui sont en lien avec finalement ce qui peut être porté par les 2 autres départements. Un département qui s'appelle Défis sociétaux et environnementaux, là on est en plein dedans, qui donc traite des sujets, alors ici ça s'appelle transition, qui porte tous les sujets de transition, puisqu'en fait l'enseignement supérieur et la recherche s'intéresse évidemment à tous les sujets en lien avec l'égalité, femmes-hommes, avec tout ce qui est donc discrimination, que l'on porte pleinement dans ce département. Également tout ce qui est racisme, antisémitisme, violence sexiste et sexuelle. Donc vous voyez, on est vraiment au cœur du sujet. Et évidemment tout ce qui est aussi transition écologique. Et donc en lien avec d'autres structures du ministère. Et le 3e département que vous connaissez parfaitement, qui est le département diffusion de la documentation, dit CODOC, ça y est, je me trompe, de la connaissance et de la documentation, qui donc, comme je le rappelais, lui aussi est à cheval des DGCIP, des DGRI, qui a un rôle fondamental en lien avec la diffusion des connaissances auprès des étudiants et des enseignants-chercheurs, qui est un soutien à la recherche,
en lien avec évidemment toutes les ONR, les infrastructures de recherche, la science ouverte. Enfin, vous connaissez Odile Contat et ses équipes qui sont vraiment à votre service. Par rapport, je reviens donc à la transition écologique, nous travaillons, puisqu'on est de la coordination, vraiment en lien avec la sous-direction de l'immobilier pour tout ce qui est, alors moi j'en viens à la sous-direction de l'immobilier, donc je la connais particulièrement bien, pour tout ce qui est bâtimentaire, puisqu'on a vu c'est quand même ce qui est le plus producteur de consommation, et il y a énormément d'injonctions qui sont faites en lien avec le bâtimentaire, mais également la sous-direction de la vie étudiante, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses en lien avec la vie étudiante, en lien avec tout ce qui est transition écologique, la DGRI, tout ce qui est notamment sciences et sociétés, et là aussi vous êtes pleinement impliqués, vous, sur tout ce qui est sciences et sociétés. Donc on a vraiment tout ce rôle-là, et on travaille évidemment en interministériel avec la direction de l'immobilier de l'État, donc c'est plutôt de la sous-direction de l'immobilier, mais on peut faire le lien avec eux, qui va donner les injonctions, et donc ça je vais en parler après, en termes de politiques publiques qui sont portées par la direction de l'immobilier de l'État, mais aussi le SGPE, donc sur la planification écologique, avec lequel on travaille également, et tout ministère en lien avec ces sujets. Donc c'est vraiment, on a au niveau du ministère un rôle de coordination, de pilotage, d'impulsion, en lien avec les différents acteurs, l'objectif étant de mutualiser les actions, d'agir ensemble pour avoir une vision la plus large possible de l'ensemble. Merci Véronique. Donc maintenant on va passer à Geoffroy, voilà, et en particulier sur la question du CIRS. Qu'est-ce que c'est ? Alors peut-être pour démarrer, donc je me présente, moi je suis Geoffroy Belléniche et je suis aujourd'hui directeur de Unila-Salle-Rennes, École des métiers de l'environnement. Donc les questions abordées par Bruno Popordier me sont relativement familières. Je suis également directeur de la transition écologique pour le groupe Unila-Salle. Alors Unila-Salle, c'est un cousin, je dirais, de vos établissements, puisqu'on n'est pas dans un établissement public, mais dans un établissement associatif reconnu d'intérêt général. Mais pour autant, on y retrouve un peu les mêmes questionnements et en tout cas les mêmes éléments. Je trouve que c'est important de le rappeler tout simplement parce que vous allez voir que le réseau CIRS, c'est un réseau très composite, mais qui fait aussi sa richesse. À ce titre donc du pilotage de la transition écologique du groupe Unila-Salle, j'ai eu l'occasion de rencontrer tout un tas de collègues, dont l'un à côté de moi, Antoine, qui vous présentera lui aussi son parcours. Je dirais, pour nous, les questions de transition écologique, qu'on connaît bien, transition écologique et transition sociétale, sont des sujets qui sont en émergence maintenant depuis de nombreuses années, mais qui ont vraiment pris dans l'enseignement supérieur, on va dire, aux alentours des années 2010. J'aurai l'occasion de vous en reparler ultérieurement. En tout cas, il y a eu un certain nombre d'acteurs qui ont éprouvé le besoin de se mettre en réseau, de constituer un collectif. Le C de CIRS désigne ce terme de collectif, et je crois que c'est vraiment ça qui est derrière. C'est ce besoin, je dirais, de se rencontrer, de se voir, tout simplement parce que, peut-être à la différence, je découvre le monde des bibliothèques universitaires, j'ai entendu des tailles d'équipes que j'ai trouvées impressionnantes. Les premiers responsables d'aider, alors vous me permettrez, je vais employer parfois l'expression de développement durable, même si à titre personnel, je n'aime pas du tout cette expression, mais elle est relativement pratique pour parler assez vite. Étaient souvent des gens très isolés dans leurs établissements. On avait, dans le meilleur des cas, un responsable ou un référent développement durable, même dans une université, etc. Et ce sentiment d'être isolé, d'être un peu seul, parce que précurseur, parce que aussi souvent avec une motivation personnelle, nécessitait obligatoirement d'aller chercher des ressources, d'aller chercher des conseils, des réassurances, des partages d'expériences, parfois aussi des partages d'échecs, on va dire. Et ça a été, je dirais, le moteur de la création de ce collectif, CIRS, qui signifie collectif pour l'intégration de la responsabilité sociétale dans l'enseignement supérieur. On y ajoute volontiers la recherche dorénavant, puisque nous avons également des organismes nationaux de recherche qui sont membres. Qu'est-ce que c'est que ce collectif aujourd'hui en quelques chiffres? C'est 170 établissements adhérents, à peu près 350 membres. Là aussi, on retrouve derrière un établissement, on a 2, 3, par quelques exceptions, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler tout à l'heure, souvent peu de chargés de mission ou de responsables ou de directeurs, etc., dans ces établissements.
Pourquoi ce constituant de collectif? C'était important pour nous de se doter d'un certain nombre d'outils. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur un outil fondamental pour nous qui est le référentiel des DRS, mais se doter d'outils, de compréhension, de comparaison, de pilotage. Et ça, je crois que c'est par le collectif qu'on peut le faire en confrontant. Deuxième atout, c'est de pouvoir confronter des universités, des écoles privées, publiques, qu'elles soient de commerce, qu'elles soient d'ingénieurs, qu'elles soient d'art, qu'elles soient de sciences politiques. On est vraiment très ouvert en termes de réseau. Je pense qu'il y a peu de réseaux aujourd'hui qui représentent la diversité de l'enseignement supérieur, de la recherche, et ce qui permet de confronter souvent avec des approches très différentes des réalités qui sont extrêmement importantes dans nos établissements. On le disait tout à l'heure, comme le soulignait Véronique, on a la question du lien entre les aspects purement environnementaux, mais aussi les aspects sociaux, puisque ça fait vraiment partie des articulations qui sont nécessaires, à la fois parce que ces questions s'entremêlent, aussi parce qu'on constate sur le terrain qu'aborder les questions environnementales en ne regardant pas en même temps les questions sociétales provoque très souvent des rejets, des incompréhensions. Il est extrêmement important de les piloter ensemble et de les considérer ensemble. C'est vraiment les articulations, ce qui fait aujourd'hui le cœur du travail de CIRS. Et on a constitué, peut-être pour terminer là-dessus, notre travail en 5 pôles. Un pôle constitué, je le disais tout à l'heure, sur le référentiel, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Un pôle sur la labellisation des DRS, puisque nous sommes aujourd'hui l'association qui pilote le processus d'attribution du label des DRS. Nous avons un pôle d'animation du réseau. C'est extrêmement important de faire comme vous le faites aujourd'hui, d'organiser des rencontres, des séminaires, des groupes de travail, des échanges. Là aussi, ça constitue toujours un axe fort. Un pôle outils qui permet de pouvoir échanger des bonnes pratiques. Puis enfin, un pôle formation qui nous permet d'assurer l'intégration de tous les chargés de mission. On voit aujourd'hui une vraie prise de conscience et un vrai enthousiasme de la part des établissements. Mais lorsqu'on devient référent ou responsable, transition, peu importe le terme qu'on emploie, souvent les jeunes générations ont été formées à ces questions-là, mais toutes les générations de ceux et celles qui sont aujourd'hui en pilotage ont rarement eu des cours, voire jamais de cours là-dessus, et c'est important que la formation continue se mette en place, et nous l'assurons en grande partie, et notamment avec un très fort soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que je remercie ici pour l'accompagnement sur les dernières années, qui a vraiment eu un soutien très très fort, et d'un autre ministère avec lequel nous sommes en lien, c'est le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion territoriale, qui nous soutient fortement pour pouvoir assurer cette diffusion des connaissances et des bonnes pratiques. Voilà. Merci Geoffroy, et on va passer à Antoine, en particulier qui est au croisement de différents réseaux professionnels. Oui, bonjour à tous. Donc on va effectivement parler de ce croisement, ça va bien illustrer ce que ça peut être concrètement. Juste pour me présenter rapidement, donc, je suis responsable qualité et développement durable au sein de Bordeaux INP, qui est un groupe d'écoles d'ingénieurs. Donc je fais partie des référents qui ont commencé ce travail il y a déjà quelques années, bientôt 10 ans. Et donc à ce titre-là, donc, je pilote la démarche qualité, et je le précise parce qu'il y aura un lien derrière qu'on pourra faire avec ça. Et maintenant, la démarche développement durable. Donc, je suis en charge de coordonner la rédaction du schéma directeur développement durable de Bordeaux INP, qui est une véritable opportunité pour travailler justement collectivement au sein de nos établissements et de travailler avec tous les métiers. Donc, mon activité professionnelle, donc qualité, développement durable, ça m'a amené à aller vers le réseau CIRS, parce que donc, au sein de Bordeaux INP, il y a une école qui est l'ENSMAC, qui est labellisée des DRS depuis 2016. Donc à ce titre-là, dans l'association CIRS, quand un établissement est audité, il va en retour faire des audits dans d'autres établissements. Donc ce qui m'a amené à aller faire des audits dans des universités et des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs. Donc c'est aussi une richesse du réseau que de pouvoir aller faire des audits dans d'autres établissements. Donc voilà comment je suis arrivé au sein de cette association, qui a maintenant 10 ans, qui est toute jeune, on vient de fêter les 10 ans. Et donc depuis quelques années, depuis 2 ans maintenant, membre du conseil d'administration auprès de Geoffroy, qui est le président. Et donc en charge de l'animation du pôle référentiel. Parce que le référentiel qui est né
d'une initiative aussi de personnes comme vous et moi, qui se sont rejointes auprès de la CGE et de la CPU pour mettre au point ce référentiel. Donc c'est notre bien commun. Donc maintenant c'est CIRS qui est en charge de garantir ce bien commun et aussi de le faire évoluer. Donc au sein du pôle référentiel, on va surtout mener des actions de prospective pour voir quels sont les sujets qui pourraient évoluer au sein de ce référentiel. Donc c'est un petit teasing aussi pour quelle est la place des bibliothèques au sein de ce référentiel. Donc maintenant j'en viens aussi au croisement, d'abord au croisement des associations, ou on va dire des rendez-vous des associations, parce qu'avec ma casquette de qualiticien, je suis aussi référent SP+. Je pense que ça doit vous parler, Service Public Plus, qui était anciennement la charte Marianne. Et donc j'ai intégré ce réseau donc, il y a quelques années, et donc en participant au sein du réseau SP+, au sein du réseau CIRS, au sein du réseau Relié, peut-être que vous connaissez aussi, au sein de l'association CARES, qualité pour la recherche la qualité dans la recherche et l'enseignement supérieur. Finalement, quand on se croise dans nos rendez-vous comme aujourd'hui, on discute beaucoup et on s'est rendu compte qu'il y avait donc un foisonnement de référentiels et il fallait suivre beaucoup de référentiels. Et finalement, nos collègues, ce sont des chargés d'aide au pilotage qui sont en charge de faire des auto-évaluations pour le HCRES, la CTI, le DDRS, SP+, Calliope, puis après aller vers les évaluations. Donc ça demande d'aller à chaque fois collecter des données, d'analyser tout ça, de mettre en place des plans d'action, d'identifier des indicateurs qu'il faut suivre. Et donc il y en a beaucoup à faire. Donc le constat était que on avait l'impression de refaire toujours un petit peu la même chose à des moments différents. Donc en discutant, on s'est dit mais pourquoi pas tenter de faire un croisement des référentiels. Donc l'initiative est née comme ça. On s'est dit plutôt que de le faire chacun dans son coin, essayons de nous regrouper et de faire la lecture de ces référentiels et de voir quelle était la synergie entre ces différents référentiels. Donc cette initiative s'est mise en place et elle a réuni une 60aine de contributeurs, donc tous issus de l'aide au pilotage, de la qualité, et donc avec différentes aussi fonctions, des directeurs d'établissement, directrices, des chargés de mission, des responsables de service. Et donc on a constitué 6 groupes de travail. Chacun de ces groupes a travaillé à son rythme pour faire la lecture de ces référentiels et de voir quelles étaient les thématiques qui étaient abordées. Et donc on a constitué un gros fichier Excel, donc Nelly a participé aussi à ce travail. On a un référentiel, on va dire un outil Excel qui comprend donc un certain nombre de thématiques. On a 9 thématiques qui, on va dire, ce sont des métathèmes, parce que chacun de ces métathèmes reprend des thématiques plus précises, et on va voir comment, par exemple, le référentiel SP+, traite la question du développement durable. Au sein du développement durable, comment on traite la question de l'inclusion, par exemple. Donc ça permet, j'en parlerai peut-être un peu plus après, vraiment une aide au pilotage des différents établissements. Merci Antoine. Alors à présent, vous allez faire un petit exercice en quelques minutes pour chacun d'entre vous, par ordre chronologique, quels ont été les projets, les documents de pilotage, les outils qui vous paraissent les plus importants à mettre en avant, aussi par rapport aux participants de cette journée. Et donc on va commencer par Geoffroy, puisqu'il y a eu un avant et un après. Il y a eu une impulsion institutionnelle, mais Geoffroy a travaillé déjà avec son réseau, l'association, bien avant. Oui, tu l'évoquais, Antoine, à l'instant. La question du référentiel, en fait, elle remonte à 2009. 2009, c'est la loi Grenelle, la deuxième loi Grenelle, donc sur la question de l'environnement, avec un article 55 qui dit que les établissements d'enseignement supérieur doivent adopter un plan, ce qui s'appelait à l'époque un plan vert, une stratégie pour mesurer, quantifier leur impact, puis le réduire, etc. Alors, cet article n'a pas eu la portée en termes d'ampleur qu'il aurait pu avoir, mais il a eu au moins un effet, c'est de booster un certain nombre d'acteurs, d'établissements précurseurs qui se sont dit il faut qu'on arrive à se doter de cette cartographie de ce que
de ce que constituent les impacts des établissements d'enseignement supérieur. Donc ça, c'est vraiment un travail qui a été mené par les établissements eux-mêmes. Ça, c'était un choix aussi fait à l'époque avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que c'était important que ce soit piloté d'une manière très opérationnelle par les établissements, plutôt que d'avoir une logique très descendante. On l'a évoqué tout à l'heure et je pense que c'est extrêmement important. Ce qui aboutit, je dirais, à la première version du plan vert, on doit être aux alentours de 2010, qui définit en gros la structuration de ce qui est important. Ça a évolué par la suite, c'est devenu le référentiel des DRS en 2014 et ce qui a abouti à une attribution d'un label. Alors, version un peu négative, on aime bien être reconnu pour ce qu'on fait, donc il y a besoin d'avoir une labellisation. Peut-être version plus positive, c'est aussi important de pouvoir donner un objectif à atteindre lorsqu'on doit mobiliser toute une communauté éducative au sein des établissements. Je pense que vous êtes bien placés pour savoir que lorsqu'on porte des projets de transformation, des projets de changement, eh bien, il faut aussi des étapes, des leviers de motivation, etc. pour arriver à le franchir. C'est un peu cette logique du label des DRS. Alors, on peut dire, hein, on se place très en amont quand on y réfléchit bien. On est avant l'élaboration des ODD. Aujourd'hui, on parle tous d'ODD. Ça nous paraît très naturel. C'est 2015 les ODD. Là, on est en 2009 avec une réflexion assez aboutie sur qu'est-ce que c'est finalement le plus important dans les impacts que peuvent avoir les établissements. Alors, ça nous a permis de concevoir un référentiel en 5 axes. Un axe stratégie-gouvernance. Il n'y a pas de possibilité de faire évoluer la question des pratiques d'établissement s'il n'y a pas une impulsion claire, une intégration de la gouvernance et la mise en place d'un déploiement stratégique. Ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir lorsqu'on parlera des leviers par la suite. Mais cette impulsion, alors qui n'est pas qu'une impulsion descendante d'une direction d'une présidence, c'est pas ça que je dis, mais les instances de gouvernance doivent vraiment être raccord avec ces éléments-là. C'est pour nous l'axe numéro 1, mais c'est aussi l'axe fondamental. Un deuxième axe qui est tout aussi important et dans lequel vous avez un rôle essentiel, c'est l'axe formation, enseignement et formation, c'est-à-dire comment on déploie dans nos pratiques de formation, d'enseignement, de transmission des savoirs, ces enjeux des DRS, en ajoutant des composantes, etc., en revoyant les objectifs de diplôme et aussi en s'occupant de la formation de ceux qui transmettent l'information, notamment la formation des enseignants. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est un axe aujourd'hui, c'est un souci extrêmement important qui est partagé notamment avec le ministère, mais aussi avec des partenaires. J'en profite pour les citer, tu l'évoquais tout à l'heure, la conférence des grandes écoles, France Université, mais aussi chez les étudiants, le RESES, etc. C'est vrai que c'est toujours un travail collectif. J'aurai l'occasion d'y revenir. Troisième axe, l'axe recherche, recherche-innovation. Donc là aussi, comment les établissements produisent de la connaissance, travaillent leurs éléments. C'est aussi la question de l'éthique, de la déontologie dans les actions de recherche. Là aussi, le référentiel des DRS y accorde une importance. Et puis aussi la question de la diffusion, le partage des connaissances, c'est aussi un élément important. Puis deux axes un peu plus, j'ai envie de dire, internes. Un axe environnemental, comment les campus sont gérés, la gestion environnementale des campus. Alors là, on va retrouver le bilan carbone, on va retrouver la gestion des flux, l'eau, etc. On va retrouver aussi tout ce qui est alimentation, l'alimentation responsable, comment on se préoccupe en tant qu'établissement de l'alimentation. Alors, on peut se dire peut-être dans une université, ça c'est peut-être l'affaire du Crous, quoique, c'est aussi l'affaire de l'université. Mais lorsqu'on passe dans certains établissements où la logique, je pense à des écoles, certaines écoles, j'ai quelques écoles d'ingénieurs en tête, dans lesquelles il y a une internalisation de la dimension repas, c'est extrêmement important de le faire. Puis le dernier axe, c'est la politique sociale, notamment des personnels et des étudiants. Voilà un peu comment est conçu le référentiel, comment il peut aider à la fois au pilotage. En ça, je trouve que c'est un excellent outil de pilotage, puisqu'il adresse bien ce qui est important pour l'enseignement supérieur. Il ne vient pas de nulle part, ce référentiel. Il vient d'une norme qui s'appelle l'ISO 26000, qui est une norme internationale qui définit comment on construit la responsabilité sociétale des entreprises. On aurait pu, en 2009, se dire, on prend l'ISO 26000, elle était en cours de finalisation, elle a été terminée en 2010. Au moment où le plan vert a été imaginé, on était vraiment concomitants et on avait des personnes qui étaient d'ailleurs dans les deux groupes de travail. On s'est dit que si on se limitait à l'ISO 26000, on allait perdre
ce qui fait la quintessence de l'enseignement supérieur. Donc il y a eu vraiment un recentrage sur ce qui était caractéristique de l'enseignement supérieur, et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nous, à nos yeux, mais je crois aux yeux du ministère également, aux yeux de l'ensemble de nos partenaires, c'est un excellent outil pour analyser, et d'ailleurs la structure du référentiel des DRS a été reprise intégralement dans le cadre du schéma directeur, des schémas directeurs des DRSE, pour pouvoir dire eh bien, ce que nous devons adresser en tant qu'établissement d'enseignement supérieur. C'est écrit ici et c'est ça qui doit tracer nos feuilles de route stratégiques et si possible de coordonner les différentes autres stratégies étudiantes, stratégies, etc., patrimoniales, pour arriver à aligner. Je crois que c'était vraiment la philosophie. Et peut-être un petit élément, on est en train, sous l'impulsion d'Antoine, en train de revoir, je dirais, notre référentiel. Je rassure ceux qui ont ouvert, travaillé dessus, on n'en casse pas la structure, loin de là. L'objectif, c'est de faire évoluer ces éléments. On va travailler sur le numérique responsable. J'en parlais avec Nelly, on va y travailler le 10 janvier dans le cadre de la plénière des référentiels des DRS. Et dans les ateliers de l'après-midi, on envisage d'avoir peut-être une ouverture, si certains d'entre vous sont intéressés, on serait ravis de vous y accueillir, une ouverture sur la place des BU dans ce référentiel. Alors, non pas pour créer un axe supplémentaire BU, ça n'aurait aucun sens, mais plutôt puisque nous allons revisiter l'intégralité des variables, peut-être se dire à quel endroit c'est important de trouver cette articulation entre, je dirais, un schéma stratégique globale et des réalisations concrètes, composante par composante. Voilà, donc la proposition est faite et je serai ravi de vous y accueillir sur Paris le 10 janvier prochain. Merci Geoffroy. Donc ça fait une excellente transition avec justement la question des schémas directeurs et l'impulsion ministérielle qui en suit. En fait, j'ai quasiment plus rien à dire. Tout est dit. Non, mais tout est dit. Je veux dire que on est vraiment complètement en phase. Alors effectivement, au sein des établissements d'enseignement supérieur, de recherche et des organismes nationaux de recherche, et donc vous êtes également concernés au niveau des bibliothèques, évidemment, des services communs de documentation, il y a énormément de demandes qui sont faites depuis plusieurs années sur différents plans, différents schémas à faire. L'objectif du ministère, lorsque a été remis à la Première ministre à l'époque le plan climat-biodiversité du ministère, c'était d'avoir une vision beaucoup plus large et effectivement, à l'intérieur de ce plan, avait été inscrit le schéma directeur des 2 RS qui avait justement pour objectif d'être une sorte de plan des plans. Voilà, donc dans lequel doivent finalement s'ancrer les différentes autres demandes pour avoir une cohérence d'ensemble au sein des établissements. D'où l'importance, et j'insiste aussi dessus parce que je suis vraiment complètement d'accord, de travailler sur la question de la stratégie de l'établissement. Alors ça veut dire vraiment, quand on pense stratégie d'établissement, que les bibliothèques universitaires, les centres de documentation, vous devez en faire partie. Donc ça veut dire que il doit y avoir vraiment des liens qui se mettent en place de façon très étroite pour comprendre la stratégie de l'établissement et que vous vous y inscriviez pleinement, comme vous vous inscrivez pleinement dans d'autres stratégies de l'établissement. Mais c'est ou de l'établissement quand vous êtes vous-même un établissement. Mais en tout cas, il y a vraiment ce rôle d'organisation et de stratégie de gouvernance qui est fondamental, y compris avec, j'allais le traiter séparément, mais en réalité, ça va dedans, le schéma pluriannuel de stratégie immobilière. Alors pourquoi j'en parle de façon différente, j'avais prévu d'en parler de façon différente, c'est parce que vous le savez, ce schéma pluriannuel de stratégie immobilière, en fait, il est lié à la politique immobilière de l'État, et donc là, en fait, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche fait le lien avec la direction de l'immobilier de l'État. Ces schémas, ces SPSI doivent s'inscrire dans la politique immobilière de l'État qui elle-même comprend des mesures liées à la transition écologique, au développement soutenable, sur les consommations d'énergie, sur la mutualisation des espaces, sur le fait aussi d'avoir aujourd'hui des outils de suivi des consommations des fluides, et qui sont, et vous le savez certainement maintenant, obligatoires pour pouvoir prétendre au moindre financement de la part de Bercy. C'est une chose extrêmement importante à avoir en tête. S'il n'y a pas de SPSI, on ne peut pas prétendre à répondre à un appel à projet.
Et CESPSI, finalement, il s'inscrit, quand on travaille sur le schéma pluriannuel de stratégie, pardon, je reviens sur mon SPSI, non, sur le schéma directeur des DERSE, il y a une cohérence d'ensemble à avoir. Parce que le SPSI, ce n'est pas, et Marie-Guillaume qui est présente ne me contredira pas, ce n'est pas quelque chose qui doit rester à la main des directions de patrimoine. C'est vraiment, ça doit répondre à une stratégie de l'établissement. Et ce qui est souvent reproché dans les SPSI des établissements, c'est qu'on ne voit pas suffisamment apparaître cette stratégie. Donc vraiment, moi, si j'avais un message par rapport à ça, c'est d'agir sur cette stratégie, de vous inscrire dans les stratégies d'établissement, de désiloter. C'est pas un joli terme, je le reconnais, mais je pense qu'il est relativement clair, les actions que vous pouvez avoir avec les autres parties des établissements dans lesquels vous vous inscrivez. Parce que vous avez une action qui est extrêmement importante et qui est souvent complètement liée et intégrée en réalité avec les missions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ça, il faut le faire valoir et vous inscrire dans ces SPSI, vous inscrire dans ces schémas directeurs. Donc si j'ai un message vraiment à faire passer, c'est celui-ci. Et donc effectivement, je vais pas revenir sur les 5 axes qui ont été repris, puisque ce sont les mêmes 5 axes. Et dans ce schéma, d'ailleurs on incite, on dit très clairement aux établissements, vous pouvez parfaitement vous appuyer sur le label des 2 RSE, même si ce n'est pas un label ministériel, pour produire votre schéma directeur. Donc vraiment, on est dans cette même logique, il y a une cohérence d'ensemble, et par rapport au croisement des différents labels, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, encore une fois, ça fait pas très longtemps, je réfléchissais aussi en me disant, mais en fait, il y a énormément de choses, même si on dit qu'il y a le schéma des schémas dans lequel doit tout s'inscrire, c'est pas si évident que ça. Et j'ai en tête et on va certainement travailler ensemble sur ce sujet-là, mais de faire le bilan un petit peu de tout ce qui existe et de tout ce qui est demandé, pour voir justement qu'il y ait une cohérence. Alors, cette cohérence, elle peut être travaillée aussi via des systèmes d'information. Ça, je pense que c'est des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez bien dans les bibliothèques. Donc, mais c'est aussi un travail qu'on avait mené à la sous-direction de l'immobilier sur un cadre de cohérence des systèmes d'information. Alors, c'était directement lié à l'immobilier pour montrer avec quoi les systèmes d'information pouvaient parler. C'est pas du tout prescriptif. C'est vraiment plutôt pour aider à la conception de systèmes d'information qui soient cohérents sur l'ensemble d'un établissement. Parce que il y a un autre sujet sous-jacent, ce sont les données et la fiabilisation des données. Puisque je rappelle que pour le SPSI, mais en fait par rapport à tout ce qu'on va pouvoir vous demander aussi en termes de consommation de gaz à effet de serre, etc., il y a la question des données derrière. Comment est-ce que la donnée elle est renseignée? Est-ce que la donnée elle est fiable? Alors en quoi c'est important, au-delà de dire exactement ce que vous faites? C'est important tout simplement parce que lors des discussions budgétaires, ce qui est regardé, ce sont les données. Et nous, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on va s'appuyer sur les données déclaratives des établissements. Et si elles ne sont pas fiables, on peut avoir un vrai sujet de discussion avec Bercy. Je donnais hier soir à table l'exemple des taux d'occupation. Comment dire à Bercy qu'on a besoin d'argent parce qu'il faut qu'on rénove, qu'on construise, etc., si eux voient que nous ne sommes pas au niveau national et de façon globale à 100% de taux d'occupation, mais en fait à 65%. On va dire, vous mutualisez, vous rendez, vous vendez, et comme ça, tout va bien. On n'a pas besoin, nous, de vous donner de l'argent. Et je pense qu'il y a un problème de fiabilisation des données. Voilà, si moi, le message vraiment à passer, ça serait celui-ci. Mais sinon, SPSI, évidemment, et schéma directeur des 2 RSE. Merci Véronique. Et on va terminer par Antoine, avec le petit dernier en date, le fameux outil de croisement des référentiels. Oui, donc alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que quand on a beaucoup d'injonctions, beaucoup de normes, etc., qu'est-ce qu'on fait? Là, on vient de voir que le référentiel donnait plutôt des normes, des exigences. Le schéma directeur, c'est un vrai outil de pilotage pour travailler au sein de son établissement
ensemble, encore une fois, de voir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, quels sont les objectifs, de contextualiser par rapport à vos établissements. On va définir des plans d'action, etc. Mais pour définir tout ça aussi, c'est de voir comment justement, que demande le HERES, que demande la CTI pour une école, que demande SP+, que demande le RNQ. Donc, les acteurs de terrain, je reviens sur les acteurs de terrain, parce que c'est vraiment important, qui sont là pour justement comprendre les référentiels, les exigences et les expliquer, peuvent maintenant utiliser un outil. Alors, j'insiste quand même, c'est un outil expérimental. J'insiste parce que c'est une initiative qui est née il y a 1 an. L'expérimentation, c'était de voir comment on pouvait croiser les référentiels par une approche thématique. Donc il est perfectible cet outil, mais néanmoins aujourd'hui, il permet, comme je disais tout à l'heure, de cibler une catégorie, le développement durable, une thématique, donc l'inclusion par exemple, et de voir comment les différents référentiels aborder la question. Donc cet outil très pratico-pratique va cibler très rapidement les différentes exigences des référentiels. Après, charge à vous, quand vous êtes à la manœuvre, d'aller consulter ces référentiels pour bien comprendre quelle est l'exigence. Alors j'insiste aussi là-dessus parce que chaque référentiel a sa finalité. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un méta-référentiel où on retrouve tout. L'idée, c'est de pointer rapidement les exigences qui nous intéressent pour ensuite aller consulter les référentiels et comprendre l'exigence attendue par le HERES, la CTI, etc., etc. Derrière, ça permet aux établissements d'avoir des plans d'action cohérents, de mettre d'harmoniser un peu mieux les différentes démarches. Comme je le disais aussi tout à l'heure, d'identifier des indicateurs qui vont répondre à chacun de ces référentiels. Ça vous permet aussi de faire des auto-évaluations et derrière de collecter aussi des documents d'appui, etc. Je ne sais pas si au niveau du temps on est bon, Nelly. Là, ça va, on est bon. Bon. Alors, je ne sais pas si tu veux que je précise quelque chose par rapport à ce croisement ou... Peut-être justement insister sur la thématique des DRS qui apparaît dans plusieurs référentiels, ce qui est un peu méconnu, ça, c'est-à-dire qu'on s'imagine que certains référentiels sont concernés, alors qu'en fait, on s'est rendu compte, via ce travail, que c'était omniprésent. Oui. Effectivement, alors on a des référentiels dédiés, comme le DDRS, forcément, on englobe tout. Mais après, chacun des référentiels va aborder la question du développement durable, mais ça peut être par petites touches. Ça n'englobe pas l'ensemble de ce qu'on appelle développement durable. Donc là, ça demande aussi aux référentiels existants peut-être d'aller un petit peu plus loin aussi en termes d'exigence. Si on parle de la décarbonation, quand on regarde dans notre outil, on voit que cette notion de décarbonation, elle n'apparaît pas dans tous les référentiels. Pourtant, c'est un sujet central. Donc l'idée, c'est aussi de voir comment les référentiels peuvent évoluer par rapport à ces différentes thématiques. Si je prends la question de la biodiversité, c'est pareil. Quand on regarde dans notre outil, on voit que la biodiversité n'est pas abordée partout. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans la majorité des référentiels, les questions plutôt, encore une fois, de diversité, d'inclusion, là, on les voit apparaître dans beaucoup de référentiels. Voilà, c'est quand même abordé partout. Voilà. Merci Antoine. Alors, on va maintenant poursuivre la réflexion sur quels conseils vous pourriez nous donner dans un contexte budgétaire contraint. Donc on a parlé beaucoup déjà de stratégie, et donc on a déjà ces éléments, et merci beaucoup. Et par exemple des conseils autour de la mutualisation, puisqu'on voit à quel point tout le monde travaille en parallèle, sans forcément se concerter. Donc quelle est quelles sont vos préconisations à ce sujet? Et on va commencer par Véronique. Alors oui, évidemment, la mutualisation, ça a été dit dès ce matin sur la nécessité de mutualiser certains services. Alors ça peut être aussi une mutualisation avec des collectivités locales, parce que c'est pas forcément que interne à un établissement. On peut se rapprocher, on parlait notamment des réseaux urbains et de ce genre de choses. La rationalisation, la mutualisation. Alors c'est vrai que c'est plus complexe quand on parle de bibliothèque universitaire,
hein, et j'en ai bien conscience. Je veux dire qu'on n'est pas du tout sur une même mutualisation que l'on peut trouver éventuellement sur des locaux d'enseignement ou de recherche. Là, vraiment, il y a une spécificité où c'est plus compliqué d'agir. Moi, ce dont je voulais parler, c'est d'abord du réseau des économes de flux. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau des économes de flux. En tout cas, il me semble nécessaire de vous informer sur le fait de savoir si dans l'établissement dans lequel vous travaillez, il y a un économe de flux. Parce que l'économe de flux, vous le faites venir dans votre structure et il va regarder et étudier et voir ce qui serait le plus intéressant de faire pour vous accompagner dans des démarches d'économie d'énergie et de consommation de gaz à effet de serre. Il y a aujourd'hui donc tout un réseau qui est copiloté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'Agence de mutualisation des universités et des écoles, l'AMU, et qui fonctionne très bien et de mieux en mieux, et qui d'ailleurs s'est rapproché des réseaux des collectivités territoriales et également de la santé. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que je vous invite à faire. Je vous invite également, mais vous le savez certainement parce que ça a été diffusé récemment par le département d'ICODOC, vous inscrire dans la démarche de CUBE. Alors c'est une démarche que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche porte depuis plusieurs années et qui a été reprise au niveau de la direction de l'immobilier de l'État pour l'ensemble des bâtiments de l'État. Alors c'est des inscriptions par bâtiment. Donc là, c'est vraiment, il faut vraiment être identifié en tant que tel sur un bâtiment. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un accompagnement qui va être fait et sur l'utilisation et les usages. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec différents usages, on pouvait aller jusqu'à 25% d'économie d'énergie. C'est énorme. Et le fait d'embarquer les usagers, tous les personnels, tous les usagers des bibliothèques, eh bien, c'est aussi une sorte de challenge, de se dire on va gagner, et on peut gagner, et ça change les comportements, parce que c'est sur un an. C'est-à-dire qu'on prend un moment T, et pendant un an, il va y avoir une action. Et finalement, ça peut changer les comportements au fond. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi comme démarche. Enfin, il y a aussi un élément important. Je vous conseille de regarder sur le site de la Direction des affaires juridiques de Bercy, sur les achats responsables. Il y a vraiment des informations extrêmement précieuses qui peuvent vous accompagner sur les marchés publics, la commande publique, voir comment intégrer des clauses qui seraient tout à fait légales et qui vous permettraient de sélectionner des prestataires qui correspondraient beaucoup plus justement à ce qui est demandé dans ce cadre-là. Donc les outils juridiques, donc ça c'est des petites choses, ça peut paraître des petites choses, mais en réalité ça peut avoir une influence extrêmement importante. Donc vraiment le site de la DAGE de Bercy sur les achats responsables, c'est extrêmement riche et je vous le conseille vivement. Et évidemment, je vous conseille de travailler avec l'ensemble de l'établissement sur ces sujets-là, que chacun apporte sa compétence. Alors finalement, si je vais peut-être rajouter encore une chose à des discussions que j'ai eues ce matin, il y a des compétences dans les établissements de chercheurs, d'enseignants-chercheurs. Je crois qu'il est utile de les associer à vos démarches aussi, pour justement améliorer et avoir une vision vraiment la plus large possible pour être les meilleurs possibles et avoir une vision à plus long terme. De la même façon, le plus long terme, ça veut dire que même s'il y a des obligations à 2030, il y en a aussi à 2050, et moi je suggère d'aller directement à 2050 plutôt que d'aller à 2030. Voilà. Merci Véronique. On va écouter maintenant les conseils de Geoffroy. Ok, je ne sais pas si je vais parvenir à répondre à la question, voire peut-être je pense que je ne vais pas y répondre, mais peut-être pour partager quelques idées, quelques visions, en fait, peut-être un point de départ, on l'a évoqué tout à l'heure, on parlait de schéma directeur. La notion de concertation, elle est essentielle, un peu dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, d'associer les enseignants-chercheurs, d'associer les chercheurs, le monde de la recherche dans la prise de décision. C'est déjà une étape importante, ça a une double vertu, ça fait rentrer la question de l'innovation, ça rentre aussi la question parfois de l'objectivation, etc. Ça fait aussi une association, et je le disais tout à l'heure, le changement, c'est aussi
se sentir impliqué. On accepte d'autant plus le changement et les changements de pratique lorsqu'on est impliqué dans la prise de décision, etc. Donc, mécaniquement, il faut aussi y inclure, je dirais, les étudiants pour pouvoir le faire en réussite. Je dirais première idée, et peut-être pour aller aussi dans votre sens, les BU, les intégrer dans les réflexions stratégiques. Moi, j'ai beaucoup apprécié la conférence de Bruno Popordier. Elle répond en grande partie à une préoccupation qui est la mienne quand j'interviens plutôt avec la casquette de directeur de l'École des métiers de l'environnement, qui est le fait de ne pas se tromper de cible et de ne pas tromper de ce que l'on veut voir et de ce que l'on veut mesurer. C'est vrai qu'en matière d'environnemental, il y a un tas de fausses bonnes idées qui parcourent, je dirais, le monde et la planète, où on a l'impression qu'on va résoudre des problèmes avec un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et on s'aperçoit lorsqu'on a une vision plus globale, notamment au travers de l'analyse en cycle de vie, je dirais, donc c'est un outil qui permet de comparer des solutions entre elles. C'est pas quelque chose qui dit un absolu, mais qui permet vraiment de comparer, permet parfois de relativiser les choses. J'ai 2 exemples en tête, ou 2 intuitions en tête. Le numérique, dont on dit, on va dématérialiser, on va retirer le papier, ça va être génial, etc. Lorsqu'on voit à quoi ressemble un serveur de stockage de données, la démultiplication, le ratio, la balance n'est pas aussi vertueuse que ce que ça peut donner à apparaître de prime abord. C'est ce genre de questions, et surtout lorsqu'on veut travailler ou conserver des documents dans la durée. Je parle à des spécialistes, je m'arrête très vite. Deuxième intuition, c'est le plastique. On entend très souvent des choses en disant le plastique non réutilisable, c'est une catastrophe. Oui, c'est en général une catastrophe, mais il y a des moments, c'est l'usage peut-être le plus utile ou le plus efficace que l'on connaisse. Pour emballer, je vous l'ai dit, je suis désolé, je vais prendre mes exemples dans ce que je connais le mieux, c'est l'agronomie. Donc, je vais vous parler de viande, je vais vous parler de lait, etc. Mais c'est vrai que d'utiliser des plastiques lorsque l'on doit faire du transport, etc., pour protéger des aliments, lorsqu'on voit le coût, je dirais, environnemental de production des aliments, en allonger la durée de vie est essentiel. Et là, il faut pouvoir le faire. Donc c'est bien un changement de perspective et bien une mesure de l'efficacité. D'où l'importance de vérifier ce que l'on vise, effectivement. Et lorsqu'on vise, effectivement, principalement la formation d'une jeune génération, la formation d'une génération actuelle, puisque les universités, les établissements, nos établissements ont aussi un rôle à jouer dans la formation continue. On ne peut pas se permettre d'attendre que la génération qui est dans nos murs et qui est aujourd'hui entre 18 et 25 ans arrive aux commandes, c'est-à-dire va se passer 10-15 ans. C'est maintenant qu'on doit pouvoir agir. Ça veut dire qu'on doit enclencher de la formation continue à présent. Vous avez un rôle à jouer là-dessus en mettant à disposition, etc. Notre rôle premier est probablement là-dessus. Et c'est ça qu'il faut pouvoir considérer et ne pas perdre de vue cet élément. Alors effectivement, il va falloir enclencher également nos propres réductions d'économies, etc. Et je pense que c'est un peu l'injonction. Je n'ai malheureusement pas de recette miracle à vous proposer. On va parler de la coopération, effectivement. Je pense que ça, c'est un élément important. Mutualisation, on peut tout à fait l'envisager. Moi, si je regarde un peu le modèle que je qualifierais d'industriel, c'est aussi cette dimension d'économie circulaire qui est quelque chose d'important. Utiliser, réutiliser, réemployer, allonger la durée de vie, si vous voulez voir à peu près ce qui se cache derrière. Je trouve que les documents de l'ADEME sont extrêmement clairs sur ce que signifie de manière très concrète et très opérationnelle une économie circulaire. Ce n'est pas un concept flou. On vit souvent dans des concepts flous, malheureusement, dans la transition. Je m'arrête très vite. Et donc, ces modèles, c'est la circularité, permettent de pouvoir réfléchir. Donc, je vous invite à regarder le site de l'ADEME pour y voir plus clair et comment ça pourrait se transposer sur le monde des bibliothèques universitaires. On a réussi notre coup. On voulait entendre la cloche. Donc, je vais faire vite, mais pour prolonger effectivement cette notion de coopération, je vais simplement partir de c'est quoi le développement durable. Et vous voyez bien qu'on aborde énormément de sujets. On parle de décarbonation, on parle d'enjeux sociétaux, on parle de la formation, de la politique sociale, etc. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, on ne peut pas être expert sur tous ces champs, donc il faut savoir aussi se tourner vers les personnes qui connaissent. Pas avec un discours de sachant, pas avec une étiquette de sachant, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des gens qui sont experts dans un champ disciplinaire et il faut aller vers eux, il faut travailler avec eux. Le développement durable, c'est encore une fois une véritable opportunité pour travailler collectivement. Donc on peut tout à fait au sein de son établissement, on l'a vu, aller donc comme vous le disiez vers des enseignants-chercheurs qui portent des sujets sur l'énergie par exemple ou sur d'autres thématiques.
en interne, on peut aller déjà travailler avec des collègues. Au niveau local aussi, certainement que dans vos communes, je pense que vous, les bibliothèques, vous êtes aussi en lien avec les bibliothèques municipales pour certaines d'entre vous. Donc c'est aussi une connexion qui se fait à cet endroit-là, au niveau de la région et au niveau national, bien sûr, on peut aussi avoir des connexions. Et j'en reviens au réseau, hein, c'est vraiment une force vive pour nous. Donc voilà, c'est aussi de partager entre les réseaux. Le croisement des référentiels, c'était une initiative inter-réseau, hein, j'ai cité les 4 tout à l'heure. Donc il faut, je pense, continuer à travailler ensemble et aussi aller vers le concret. Parce qu'on parle beaucoup du développement durable, du concept, mais il faut aussi expérimenter, il faut faire, il faut aller sur le terrain, faire avec les étudiants qui sont aussi toujours très intéressés pour travailler avec nous. Et puis les bibliothèques, on en a parlé hier aussi, c'est un véritable endroit aussi pour avoir du lien social, pour que les gens puissent se rencontrer. C'est aussi une dominante importante dans la responsabilité sociétale. Donc il y a beaucoup à faire dans les bibliothèques. Merci Antoine. Et effectivement, on aura la parole des étudiants demain lors de la matinée politique. Et justement, ça montre le poids aussi des usagers, des étudiants dans la réflexion. Alors, on va passer aux questions dans la salle. N'hésitez pas à lever la main. Alors, je ne vois pas bien avec les lumières, mais... Il y a quelqu'un au 4e rang. Oui, bonjour et merci pour cette présentation. Je suis Agnès Maquin. Je travaille à l'Institut français d'archéologie orientale, qui est un petit institut de recherche PSCP au Caire, en Égypte. Je suis anciennement responsable de la bibliothèque jusqu'à fin août et depuis le 1er septembre, entre autres, référente éco-responsabilité. Donc voilà, c'est bien, c'est une innovation. Il n'y en avait pas avant, bien qu'il y avait un groupe éco-responsable dans lequel je suis depuis 2 ans. Ma question, c'est que je suis en train d'établir le budget avec le groupe pour 2025. J'ai repéré le CIRS comme association, pas de manière évidente, mais en travaillant sur le schéma directeur, etc., etc. Et la question que je me suis posée, c'est cher, l'association. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a des établissements privés et des établissements publics, mais déjà, il y a une différence de budget entre les deux. Et au sein des établissements publics, il y a des grands établissements et des petits établissements. Il se trouve que nous en avons un petit établissement. Donc, j'ai proposé l'adhésion pour le budget. On verra bien si c'est accepté, mais j'ai des doutes. L'adhésion à l'association pour 2025. Donc, la question est simple. Est-ce qu'il pourrait y avoir des tarifs différenciés en fonction de la taille et des statuts des établissements? Merci. Une question extrêmement compliquée, chacun voyant un peu midi à sa porte entre des écoles privées qui vont vous dire mais qu'elles sont toutes petites par rapport à ces énormes zinzins que sont les universités, puis les universités qui vont nous dire, etc. On a un peu tranché en se disant on faisait un tarif unique qui couvre quand même un certain nombre de services en fait, et puis d'objectifs, c'est de pouvoir réaliser, tu l'évoquais tout à l'heure Antoine, il y a aussi cette notion de participation à la démarche de labellisation. Pour nous, c'est un élément important qui a un double effet. C'est aller dire, pour un établissement, de recevoir une équipe d'audit et d'avoir un retour sur ses pratiques. Ça, c'est un premier point. Mais c'est aussi un deuxième intérêt, je dirais, c'est peut-être l'effet le revers de la médaille, c'est que ça permet à des personnes d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et donc un vrai système d'essaimage. Donc, un niveau d'apprentissage collectif, on se veut une communauté apprenante. C'est vraiment cette dimension. Pour les coûts, je n'ai pas de réponse particulière. Si vous rentrez, vous participerez au conseil à l'Assemblée générale, donc on pourra rediscuter de ce sujet, mais effectivement, c'est une demande assez récurrente de pouvoir trouver le bon variable d'ajustement entre des établissements qui représentent 70 000 étudiants et puis certains qui en représentent à peine 600. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir avoir les mêmes éléments, mais bon, je pense que tu peux témoigner de la complexité pour trouver le bon système d'ajustement qui, comme je viens de le dire, qui soit juste pour chacun et les autres. Oui, juste pour préciser, on est une association qui a 10 ans, c'est peut-être un peu jeune encore, donc on doit aussi évoluer sur ces questions. Alors, d'autres questions ? Oui, au premier rang. Donc, si vous avez un micro.
Le micro arrive. Oui, bonjour, merci pour ces présentations. Julien Roche, directeur des bibliothèques à l'Université de Lille. Vous avez finalement glissé beaucoup sur la question du numérique et sur la question des données. J'aimerais peut-être qu'on puisse y revenir, alors pas forcément là dans le temps qui nous reste, mais peut-être avoir l'occasion d'échanger autour de ces questions-là. Pourquoi je pose cette question? Vous savez que suite au rapport Botorel, vous savez sans doute au rapport Botorel de 2020 sur les questions de souveraineté numérique et de numérique de manière générale, il y a un administrateur général des données qui a été placé auprès du Premier ministre, des administrateurs ministériels et des administrateurs des données, des algorithmes et des codes dans les établissements. Et on sait que sur la question du numérique, en particulier, les questions de consommation et les questions de développement durable sont énormes. On sait que les volumes de données produites par la recherche sont également énormes. Une étude menée l'année dernière en Australie et en Nouvelle-Zélande, juste pour donner le chiffre aux collègues, montre que les données de recherche produites par l'enseignement supérieur néo-zélandais et australien doublent en volume tous les 3 ans. Donc on voit que là, on va dans le mur. Ma question, c'est quelle relation, quelle articulation vous avez avec ces réseaux des administrateurs ministériels des données et des algorithmes? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait aujourd'hui? Et mon souhait ou ma proposition, sachant que j'ai cette fonction à l'Université de Lille, c'est peut-être qu'il y a une relation plus suivie ou une relation qui se mette en place avec le réseau des administrateurs des données, des algorithmes et des codes au sein des établissements, parce qu'on a sans doute des choses à faire ensemble. Alors, tout à fait. Je pense que c'est un sujet crucial en termes de proportion. Le numérique d'une manière générale, a fortiori avec l'intelligence artificielle qui se précise est vraiment en élément d'exploser. C'est une des raisons pour lesquelles on va revoir le référentiel pour y ajouter, je dirais, cette vision de manière très claire. On veut travailler avec l'Institut du numérique responsable pour faire un pont. Je pense que ça ira dans le sens d'Antoine avec le label ou le référentiel numérique responsable. L'idée, c'est pas de réinventer quelque chose qui vienne alourdir le process, c'est plutôt de donner à voir et de permettre de comprendre. Donc merci pour la proposition d'avancer là-dessus. Il y a un rapport qui peut peut-être vous intéresser, qui a été réalisé, je crois il est sorti il y a moins de 15 jours, par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, sur la question du lien entre intelligence artificielle, y compris en matière de poids environnemental, d'impact environnemental, et justement les questions environnementales. On dit que ça peut à la fois donner réponse, ça aussi, etc. Alors pour le moment, je ne l'ai fait que de le survoler, ce rapport, mais je le trouve en tout cas dans sa structure, assez intéressant pour répondre à ces différentes questions. Ce qui est sûr, c'est que c'est en train de devenir un poids crucial et que là encore, on peut partir sur de mauvaises idées ou de fausses bonnes idées. Il faut revenir, nous, à l'essentiel de nos métiers. Vous l'évoquiez à l'instant, et cette question de la souveraineté des données doit rentrer en perspective. Là encore, c'est pas sous l'autel d'un ou de l'autre qu'on doit arriver à prendre les décisions, mais bien sur une articulation entre les différentes contraintes qui apparaissent. Mais ravi de pouvoir en parler. Et là aussi, peut-être dans un autre atelier que celui des bibliothèques universitaires, mais je parlais du 10 janvier tout à l'heure, c'est un atelier sur lequel on a déjà même trouvé des intervenants et des interlocuteurs pour justement construire et tenter d'améliorer cette représentation à l'échelle universitaire, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche plus exactement. Alors peut-être pour compléter, parce que la question des données du numérique, quand on a préparé la table ronde, on en a parlé, et on s'est dit qu'en fait il n'y avait peut-être pas assez de temps pour évoquer ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle on n'en a pas parlé. Moi, il y a quelques années, je disais que numérique responsable, c'est un oxymore. Voilà, tout simplement. Après, je pense que peut-être que la recherche nous permettra justement, les chercheurs nous permettront de réfléchir et de trouver des solutions, parce qu'il y a effectivement un enjeu. Je ne parle même pas de la souveraineté, je parle vraiment là en termes de transition. Il y a vraiment un enjeu. Alors on peut réutiliser les serveurs autrement. Il y a vraiment des discussions. Moi, je discutais avec le directeur du CINES sur le sujet. Il a plein d'idées qui sont tout à fait, à mon avis, possibles. Réutilisation de la chaleur des serveurs, par exemple. Et puis, là aussi, de la formation auprès des étudiants, des chercheurs, enseignants-chercheurs, de gestion des données. Et là, sans doute qu'au regard de vos métiers, vous êtes les personnes les plus à même d'accompagner l'ensemble de la communauté sur ces sujets-là. Merci. Alors, il est déjà
il est 11h, donc on est dans un timing parfait. Je vous invite à présent à rejoindre le salon professionnel et le stand ADBU sera occupé par Joanne Berti pour vous parler du dictionnaire des compétences qui vient d'être publié sur le site. 45 minutes de pause.